Une page d'amour de Émile Zola. Partie 2. Chapitre 4. La semaine suivante, lorsque madame de Berle rendit à madame Grandjean sa visite, elle se montra d'une amabilité pleine de caresses. Et, sur le seuil, comme elle se retirait, « Vous savez ce que vous m'avez promis. Le premier jour de beau temps, vous descendez au jardin et vous amenez Jeanne. C'est une ordonnance du docteur. » Hélène souriait. « Oui, oui, la chose est entendue. Comptez sur nous. » 3 jours plus tard, par une claire après-midi de février, elle descendit en effet avec sa fille. La concierge leur ouvrit la porte de communication. Au fond du jardin, dans une sorte de serre transformée en pavillon japonais, elles trouvèrent madame de Berle, ayant auprès d'elle sa sœur Pauline, toutes deux les mains abandonnées, avec des ouvrages de broderie sur une petite table qu'elles avaient posée là et oubliée. « Ah, que c'est donc aimable à vous, dit Juliette. Tenez, mettez-vous ici. Pauline, pousse cette table. Vous voyez, il fait encore un peu frais lorsqu'on reste assis, et de ce pavillon nous surveillerons très bien les enfants. Allons, jouez, mes enfants. Surtout, prenez garde de tomber. » La large baie du pavillon était ouverte, et de chaque côté, on avait tiré dans leur châssis des glaces mobiles, de sorte que le jardin se développait de plain-pied, comme au seuil d'une tente. C'était un jardin bourgeois, avec une pelouse centrale, flanquée de 2 corbeilles. Une simple grille le fermait sur la rue vineuse. Seulement, un tel rideau de verdure avait grandi là, que de la rue aucun regard ne pouvait pénétrer. Des lierres, des clématites, des chèvrefeuilles se collaient et s'enroulaient à la grille, et, derrière ce premier mur de feuillage, s'en haussait un second, fait de lilas et de faux ébéniers. Même l'hiver, les feuilles persistantes des lierres et l'entrelacement des branches suffisaient à barrer la vue. Mais le grand charme était, au fond, quelques arbres de haute futaie, des ormes superbes qui masquaient la muraille noire d'une maison à 5 étages. Ils mettaient, dans cet étranglement des constructions voisines, l'illusion d'un coin de parc et semblaient agrandir démesurément ce jardinet parisien que l'on balayait comme un salon. Entre 2 ormes pendait une balançoire, dont l'humidité avait verdi la planchette. Hélène regardait, se penchait pour mieux voir. « Oh, c'est un trou !» dit négligemment madame de Berle. « Mais, à Paris, les arbres sont si rares, on est bien heureux d'en avoir une demi-douzaine à soi. »« Non, non, vous êtes très bien, » murmurait Hélène. « C'est charmant. » Ce jour-là, dans le ciel pâle, le soleil mettait une poussière de lumière blonde. C'était, entre les branches sans feuilles, une pluie lente de rayons. Les arbres rougissaient, on voyait les fins bourgeons violâtres attendrir le ton gris de l'écorce. Et sur la pelouse, le long des allées, les herbes et les graviers avaient des pointes de clarté qu'une brume légère, au ras du sol, noyait et fondait. Il n'y avait pas une fleur. La gaieté seule du soleil sur la terre nue annonçait le printemps. « Maintenant, c'est encore un peu triste, » reprit madame de Berle. « Vous verrez en juin. On est dans un vrai nid. Les arbres empêchent les gens d'à côté d'espionner et nous sommes alors complètement chez nous. » Mais elle s'interrompit pour crier. « Lucien, veux-tu bien ne pas toucher à la fontaine ?» Le petit garçon, qui faisait les honneurs du jardin à Jeanne, venait de la conduire devant une fontaine, sous le perron, et là, il avait tourné le robinet, présentant le bout de ses bottines pour les mouiller. C'était un jeu qu'il adorait. Jeanne, très grave, le regardait se tremper les pieds. « Attends, » dit Pauline qui se leva, « je vais le faire tenir tranquille. » Juliette la retint. « Non, non, tu es plus écervelée que lui. L'autre jour, on aurait cru que vous aviez pris un bain tous les deux. C'est singulier qu'une grande fille ne puisse pas rester 2 minutes assise. » Et, se tournant, « Entends-tu, Lucien ? Ferme le robinet tout de suite !» L'enfant, effrayé, voulut obéir.
Mais il tourna la clé davantage. L'eau coula avec une raideur et un bruit qui achevèrent de lui faire perdre la tête. Il recula, éclaboussé jusqu'aux épaules. « Ferme le robinet tout de suite !» répétait sa mère, dont un flot de sang empourprait les joues. Alors, Jeanne, muette jusque-là, s'approcha de la fontaine avec toutes sortes de précautions, pendant que Lucien éclatait en sanglots en face de cette eau enragée dont il avait peur et qu'il ne savait plus comment arrêter. Elle mit sa jupe entre ses jambes, allongea ses poignets nus pour ne pas mouiller ses manches, et ferma le robinet, sans recevoir une seule éclaboussure. Brusquement, le déluge cessa. Lucien, étonné, frappé de respect, rentra ses larmes et leva ses gros yeux sur la demoiselle. « Vraiment, cet enfant me met hors de moi !» reprit madame de Berle, qui redevenait toute blanche et s'allongeait comme brisée de fatigue. Hélène crut devoir intervenir. « Jeanne, dit-elle, prends-lui la main, jouez à vous promener. » Jeanne prit la main de Lucien et, gravement, ils s'en allèrent par les allées, à petits pas. Elle était beaucoup plus grande que lui, il avait le bras en l'air. Mais ce jeu majestueux, qui consistait à tourner en cérémonie autour de la pelouse, semblait les absorber l'un et l'autre et donner une grande importance à leur personne. Jeanne, comme une vraie dame, avait les regards flottants et perdus. Lucien ne pouvait s'empêcher, par moments, de risquer un coup d'œil sur sa compagne. Il ne se disait pas un mot. « Ils sont drôles, » murmura madame de Berle, souriante et calmée. « Il faut dire que votre Jeanne est une bien charmante enfant. Elle est d'une obéissance, d'une sagesse. »« Oui, quand elle est chez les autres, » répondit Hélène. « Elle a des heures terribles, mais comme elle m'adore, elle tâche d'être sage pour ne pas me faire de la peine. » Ces dames causèrent des enfants. Les filles étaient plus précoces que les garçons. Pourtant, il ne fallait pas se fier à l'air bêta de Lucien. Avant 1 an, lorsqu'il se serait un peu débrouillé, ce serait un gaillard. Et, sans transition apparente, on en vint à parler d'une femme qui habitait un petit pavillon en face, et chez laquelle il se passait vraiment des choses. Madame de Berle s'arrêta pour dire à sa sœur : « Pauline, va donc 1 minute dans le jardin. » La jeune fille sortit tranquillement et resta sous les arbres. Elle était habituée à ce qu'on la mît dehors, chaque fois que dans la conversation se présentait quelque chose de trop gros dont on ne pouvait parler devant elle. « Hier, j'étais à la fenêtre, » reprit Juliette, « et j'ai parfaitement vu cette femme. Elle ne tire pas même les rideaux. C'est d'une indécence. Des enfants pourraient voir ça. » Elle parlait tout bas, l'air scandalisé, avec un mince sourire dans le coin des lèvres pourtant. Puis, haussant la voix, elle cria : « Pauline, tu peux revenir !» Sous les arbres, Pauline regardait en l'air, d'un air indifférent, en attendant que sa sœur eût fini. Elle entra dans le pavillon et reprit sa chaise, pendant que Juliette continuait en s'adressant à Hélène. « Vous n'avez jamais rien aperçu, vous, madame ? » ?»« Non, » répondit celle-ci. « Mes fenêtres ne donnent pas sur le pavillon. » Bien qu'il y eût une lacune pour la jeune fille dans la conversation, elle écoutait avec son blanc visage de vierge, comme si elle avait compris. « Ah bien, » dit-elle en regardant encore en l'air par la porte. « Il y a joliment des nids dans les arbres. » Cependant, madame de Berle avait repris sa broderie comme maintien. Elle faisait 2 points toutes les minutes. Hélène, qui ne pouvait rester inoccupée, demanda la permission d'apporter de l'ouvrage une autre fois. Et prise d'un léger ennui, elle se tourna, elle examina le pavillon japonais. Les murs et le plafond étaient tendus d'étoffes brochées d'or, avec des vols de grues qui s'envolaient, des papillons et des fleurs éclatantes, des paysages où des barques bleues nageaient sur des fleuves jaunes. Il y avait des sièges et des jardinières de bois de fer. Sur le sol, des nattes fines et, encombrant des meubles de laque, tout un monde de bibelots, petits bronzes, petites potiches, jouets étranges bariolés de couleurs vives. Au fond, un grand magot en porcelaine de Saxe, les jambes pliées, le ventre nu et débordant, éclatait d'une gaieté énorme en branlant furieusement la tête, à la moindre poussée. « Hein ?
Est-il assez laid? S'écria Pauline qui avait suivi les regards d'Hélène. Dis donc, sœur, tu sais que c'est de la camelote, tout ce que tu as acheté? Le beau Malignon appelle ta japonnerie le bazar à 13 sous. À propos, je l'ai rencontré, le beau Malignon. Il était avec une dame. Oh, une dame, la petite Florence, des variétés. Où donc? Que je le taquine, demanda vivement Juliette. Sur le boulevard. Est-ce qu'il ne doit pas venir aujourd'hui? Mais elle ne reçut pas de réponse. Ces dames s'inquiétaient des enfants qui avaient disparu. Où pouvait-il être? Et, comme elle les appelait, deux voix aiguës s'élevèrent. « Nous sommes là !» Ils étaient là, en effet, au milieu de la pelouse, assis dans l'herbe, à demi cachés par un fusain. « Qu'est-ce que vous faites donc ?»« Nous sommes arrivés à l'auberge !» cria Lucien. « Nous nous reposons dans notre chambre. » Un instant, elles les regardèrent, très égayées. Jeanne se prêtait au jeu, complaisamment. Elle coupait de l'herbe autour d'elle, sans doute pour préparer le déjeuner. La malle des voyageurs était figurée par un bout de planche qu'ils avaient ramassé au fond d'un massif. Maintenant, ils causaient. Jeanne se passionnait, répétant avec conviction qu'ils étaient en Suisse et qu'ils allaient partir pour visiter les glaciers, ceux qui semblaient stupéfier Lucien. « Tiens, le voilà !» dit tout d'un coup Pauline. Madame de Berle se tourna et aperçut Malignon qui descendait le perron. Elle lui laissa à peine le temps de saluer et de s'asseoir. « Eh bien, vous êtes gentil, vous, d'aller dire partout que je n'ai que de la camelote chez moi. »« Ah oui, répondit-il tranquillement, ce petit salon. Certainement, c'est de la camelote. Vous n'avez pas un objet qui vaille la peine d'être regardé. » Elle était très piquée. « Comment, le magot ? » Mais non, tout cela est bourgeois. Il faut du goût. Vous n'avez pas voulu me charger de l'arrangement. Alors elle l'interrompit, très rouge, vraiment en colère. Votre goût ? Parlons-en. Il est joli, votre goût. On vous a rencontré avec une dame. Quelle dame ? Demanda-t-il, surpris par la rudesse de l'attaque. Un beau choix. Je vous en fais mon compliment. Une fille que tout Paris... Mais elle se tut en apercevant Pauline. Elle l'avait oubliée. « Pauline, dit-elle, va donc une minute dans le jardin. »« Ah non, c'est fatigant à la fin, déclara la jeune fille qui se révoltait. On me dérange toujours. »« Va dans le jardin, répéta Juliette avec plus de sévérité. La jeune fille s'en alla en rechignant. Puis elle se tourna pour ajouter « Dépêchez-vous, au moins. » Dès qu'elle ne fut plus là, Madame de Berle tomba de nouveau sur Malignon. Comment un garçon distingué comme lui pouvait-il se montrer en public avec cette Florence? Elle avait au moins 40 ans, elle était laide à faire peur, tout l'orchestre la tutoyait aux premières représentations. « Avez-vous fini ?» cria Pauline, qui se promenait sous les arbres d'un air boudeur. « Je m'ennuie, moi. » Mais Malignon se défendait. Il ne connaissait pas cette Florence. Jamais il ne lui avait adressé la parole. On avait pu le voir avec une dame. Il accompagnait quelquefois la femme d'un de ses amis. D'ailleurs, quelle était la personne qu'il avait vue? Il fallait des preuves, des témoins. « Pauline ?» demanda brusquement Madame de Berle en haussant la voix. « N'est-ce pas que tu l'as rencontrée avec Florence ?»« Oui, oui, répondit la jeune fille, sur le boulevard, en face de chez Bignon. » Alors, Madame de Berle, triomphante, devant le sourire embarrassé de Malignon, cria « Tu peux revenir, Pauline. C'est fini. » Malignon avait une loge pour le lendemain, aux Folies Dramatiques. Il l'offrit galamment, sans paraître tenir rancune à Madame de Berle. D'ailleurs, ils se querellaient toujours. Pauline voulut savoir si elle pouvait aller voir la pièce qu'on jouait, et comme Malignon riait en branlant la tête, elle dit que c'était bien stupide, que les auteurs auraient dû écrire des pièces pour les jeunes filles. On ne lui permettait que la Dame Blanche et le théâtre classique. Cependant, ces dames ne surveillaient plus les enfants. Tout d'un coup, Lucien poussa des cris terribles. « Que lui as-tu fait, Jeanne ?» demanda Hélène. « Je ne lui ai rien fait, maman, » répondit la petite fille. « C'est lui qui s'est jeté par terre. »
La vérité était que les enfants venaient de partir pour les fameux glaciers. Comme Jeanne prétendait qu'on arrivait sur les montagnes, ils levaient tous les deux les pieds très haut afin d'enjamber les rochers. Mais Lucien, essoufflé par cet exercice, avait fait un faux pas et s'était étalé au beau milieu d'une plate-bande. Une fois par terre, très vexé, pris d'une rage de marmot, il avait éclaté en larmes. « Relève-le » cria de nouveau Hélène. « Il ne veut pas, maman, il se roule !» Et Jeanne se reculait, comme blessée et irritée de voir le petit garçon si mal élevé. Il ne savait pas jouer, il allait certainement la salir. Elle avait une moue de duchesse qui se compromet. Alors, madame de Berle, que les cris de Lucien impatientaient, pria sa sœur de le ramasser et de le faire taire. Pauline ne demandait pas mieux. Elle courut, se jeta par terre à côté de l'enfant, se roula un instant avec lui. Mais il se débattait, il ne voulait pas qu'on le prît. Elle se releva pourtant, en le tenant sous les bras, et, pour le calmer, « Tais-toi, braillard !» dit-elle. « Nous allons nous balancer. » Lucien se tut brusquement. Jeanne perdit son air grave, et une joie ardente illumina son visage. Tous trois coururent vers la balançoire. Mais ce fut Pauline qui s'assit sur la planchette. « Poussez-moi » dit-elle aux enfants. Ils la poussèrent de toute la force de leurs petites mains. Seulement, elle était lourde, ils la remuaient à peine. « Poussez donc » répétait-elle. « Oh, les grosses bêtes, ils ne savent pas. » Dans le pavillon, madame de Berle venait d'avoir un léger frisson. Elle trouvait qu'il ne faisait pas chaud, malgré ce beau soleil, et elle avait prié Malignon de lui passer un burnous de cachemire blanc accroché à une espagnolette. Malignon s'était levé pour lui poser le burnous sur les épaules. Tous deux causaient familièrement de choses qui intéressaient fort peu Hélène. Aussi, cette dernière, inquiète, craignant que Pauline, sans le vouloir, ne renversât les enfants, alla-t-elle dans le jardin, laissant Juliette et le jeune homme discuter une mode de chapeau qui les passionnait. Dès que Jeanne vit sa mère, elle s'approcha d'elle, d'un air câlin, avec une supplication dans toute sa personne. « Oh, maman !» murmura-t-elle. « Oh, maman !»« Non, non !» répondit Hélène, qui comprit très bien. « Tu sais qu'on te l'a défendu. » Jeanne adorait se balancer. Il lui semblait qu'elle devenait un oiseau, disait-elle. Ce vent qui lui soufflait au visage, cette brusque envolée, ce va-et-vient continu, rythmé comme un coup d'aile, lui causait l'émotion délicieuse d'un départ pour les nuages. Elle croyait s'en aller là-haut. Seulement, cela finissait toujours mal. Une fois, on l'avait trouvée cramponnée aux cordes de la balançoire, évanouie, les yeux grands ouverts, pleins de l'effarement du vide. Une autre fois, elle était tombée, raidie comme une hirondelle frappée d'un grain de plomb. « Oh, maman !» continuait-elle. « Rien qu'un peu, un tout petit peu !» Sa mère, pour avoir la paix, l'assit enfin sur la planchette. L'enfant rayonnait, avec une expression dévote, un léger tremblement de jouissance qui agitait ses poignets nus. Et, comme Hélène la balançait très doucement, « Plus fort, murmurait-elle. Mais Hélène ne l'écoutait pas, elle ne quittait point la corde, et elle s'animait elle-même, les joues roses, toute vibrante des poussées qu'elle imprimait à la planchette. Sa gravité habituelle se fondait dans une sorte de camaraderie avec sa fille. « C'est assez, » déclara-t-elle, en enlevant Jeanne entre ses bras. « Alors, balance-toi, je t'en prie, balance-toi, » dit l'enfant, qui était resté pendu à son cou. Elle avait la passion de voir sa mère s'envoler, comme elle le disait, prenant plus de joie encore à la regarder qu'à se balancer elle-même. Mais celle-ci lui demanda en riant qui la pousserait. Quand elle jouait, elle, c'était sérieux. Elle montait par-dessus les arbres. Juste à ce moment, M. Rambaud parut, conduit par le concierge. Il avait rencontré madame de Berle chez Hélène, et il avait cru pouvoir se présenter en ne trouvant pas cette dernière à son appartement. Madame de Berle se montra très aimable, touchée par la bonhomie du digne homme.
Puis elle s'enfonça de nouveau dans un entretien très vif avec Malignon. « Bon ami va te pousser. Bon ami va te pousser !» criait Jeanne en sautant autour de sa mère. « Veux-tu te taire ? Nous ne sommes pas chez nous, » dit Hélène, qui affecta un air de sévérité. « Mon Dieu, » murmura M. Rambaud, « si cela vous amuse, je suis à votre disposition quand on est à la campagne. » Hélène se laissait tenter. Lorsqu'elle était jeune fille, elle se balançait pendant des heures, et le souvenir de ces lointaines parties l'emplissait d'un sourd désir. Pauline, qui s'était assise avec Lucien au bord de la pelouse, intervint de son air libre de grande fille émancipée. « Oui, oui, monsieur va vous pousser. Après, il me poussera. N'est-ce pas, monsieur ? Vous me pousserez. » Cela décida Hélène. La jeunesse qui était en elle, sous la correction froide de sa grande beauté, éclatait avec une ingénuité charmante. Elle se montrait simple et gaie comme une pensionnaire. Surtout, elle n'avait point de pruderie. En riant, elle dit qu'elle ne voulait pas montrer ses jambes, et elle demanda une ficelle, avec laquelle elle noua ses jupes au-dessus de ses chevilles. Puis, montée debout sur la planchette, les bras élargis et se tenant aux cordes, elle cria joyeusement. « Allez, monsieur Rambaud, doucement d'abord !» Monsieur Rambaud avait accroché son chapeau à une branche. Sa large et bonne figure s'éclairait d'un sourire paternel. Il s'assura de la solidité des cordes, regarda les arbres, se décida à donner une légère poussée. Hélène venait, pour la première fois, de quitter le deuil. Elle portait une robe grise, garnie de nœuds mauves, et, toute droite, elle partait lentement, rasant la terre, comme bercée. « Allez, allez !» dit-elle. Alors, M. Rambaud, les bras en avant, saisissant la planchette au passage, lui imprima un mouvement plus vif. Hélène montait. À chaque vol, elle gagnait de l'espace. Mais le rythme gardait une gravité. On la voyait, correcte encore, un peu sérieuse, avec des yeux très clairs dans son beau visage muet. Ses narines seules se gonflaient comme pour boire le vent. Pas un pli de ses jupes n'avait bougé. Une natte de son chignon se dénouait. « Allez, allez !» Une brusque secousse l'enleva. Elle montait dans le soleil, toujours plus haut. Une brise se dégageait d'elle et soufflait dans le jardin. Et elle passait si vite qu'on ne la distinguait plus avec netteté. Maintenant, elle devait sourire. Son visage était rose, ses yeux filaient comme des étoiles. La natte dénouée battait sur son cou. Malgré la ficelle qui les nouait, ses jupes flottaient et découvraient la blancheur de ses chevilles. Et on la sentait à l'aise, la poitrine libre, vivant dans l'air comme dans une patrie. « Allez, allez !» Monsieur Rambaud, en nage, la face rouge, déploya toute sa force. Il y eut un cri. Hélène montait encore. « Oh, maman ! Oh, maman !» répétait Jeanne en extase. Elle s'était assise sur la pelouse. Elle regardait sa mère, ses petites mains serrées sur sa poitrine, comme si elle eût elle-même bu tout cet air qui soufflait. Elle manquait d'haleine. Elle suivait instinctivement d'une cadence des épaules les longues oscillations de la balançoire. Et elle criait « Plus fort ! Plus fort !» Sa mère montait toujours. En haut, ses pieds touchaient les branches des arbres. « Plus fort ! Plus fort ! Oh, maman, plus fort !» Mais Hélène était en plein ciel. Les arbres pliaient et craquaient comme sous des coups de vent. On ne voyait plus que le tourbillon de ses jupes qui claquait avec un bruit de tempête. Quand elle descendait, les bras élargis, la gorge en avant, elle baissait un peu la tête. Elle planait une seconde, puis un élan l'emportait, et elle retombait, la tête abandonnée en arrière, fuyante et pâmée, les paupières closes. C'était sa jouissance, ses montées et ses descentes, qui lui donnaient un vertige. En haut, elle entrait dans le soleil, dans ce blond soleil de février, pleuvant comme une poussière d'or. Ses cheveux châtains, aux reflets d'ambre, s'allumaient, et l'on aurait dit qu'elle flambait tout entière,
tandis que ses nœuds de soie mauve, pareils à des fleurs de feu, luisaient sur sa robe blanchissante. Autour d'elle, le printemps naissait, les bourgeons violâtres mettaient leur ton fin de lac sur le bleu du ciel. Alors, Jeanne joignit les mains. Sa mère lui apparaissait comme une sainte, avec un nimbe d'or envolé pour le paradis, et elle balbutiait encore. « Oh, maman! Oh, maman !» d'une voix brisée. Cependant, madame de Berle et Malignon, intéressées, s'étaient avancées sous les arbres. Malignon trouvait cette dame très courageuse. Madame de Berle dit d'un air effrayé. « Le cœur me tournerait, c'est certain. » Hélène entendit, car elle jeta ces mots du milieu des branches. « Oh, moi, j'ai le cœur solide. Allez, allez donc, monsieur Rambaud. » Et, en effet, sa voix restait calme. Elle semblait ne pas se soucier des deux hommes qui étaient là. Ils ne comptaient pas sans doute. Sa natte s'était échevelée, la ficelle devait se relâcher, et ses jupons avaient des bruits de drapeau. Elle montait. Mais tout d'un coup, elle cria « Assez, monsieur Rambaud, assez !» Le docteur de Berle venait de paraître sur le perron. Il s'approcha, embrassa tendrement sa femme, souleva Lucien et le baisa au front. Puis il regarda Hélène en souriant. « Assez, assez !» continuait à dire celle-ci. « Pourquoi donc ?» demanda-t-il. « Je vous dérange ?» Elle ne répondit pas. Elle était devenue grave. La balançoire, lancée à toute volée, ne s'arrêtait point. Elle gardait de longues oscillations régulières qui enlevaient encore Hélène très haut. Et le docteur, surpris et charmé, l'admirait, tant elle était superbe, grande et forte, avec sa pureté de statue antique, ainsi balancée mollement dans le soleil printanier. Mais elle paraissait irritée, et brusquement elle sauta. « Attendez, attendez !» criait tout le monde. Hélène avait poussé une plainte sourde. Elle était tombée sur le gravier d'une allée, et elle ne put se relever. « Mon Dieu, quelle imprudence !» dit le docteur, la face très pâle. Tous s'empressaient autour d'elle. Jeanne pleurait si fort que M. Rambaud, défaillant lui-même, dut la prendre dans ses bras. Cependant, le docteur interrogeait vivement Hélène. « C'est la jambe droite qui a porté, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez vous mettre debout ?» Et, comme elle restait étourdie, sans répondre, il demanda encore. « Vous souffrez ?»« Une douleur sourde, là, au genou, » dit-elle péniblement. Alors, il envoya sa femme chercher sa pharmacie et des bandages. Il répétait « Il faut voir, il faut voir. Ce n'est rien, sans doute. » Puis il s'agenouilla sur le gravier. Hélène le laissait faire, mais lorsqu'il avança les mains, elle se souleva d'un effort. Elle serra ses jupes autour de ses pieds. « Non, non, » murmura-t-elle. « Pourtant, » dit-il, « il faut bien voir. » Elle avait un léger tremblement, et d'une voix plus basse, elle reprit. « Je ne veux pas, ce n'est rien. » Il la regarda, étonné d'abord. Une teinte rose était montée à son cou. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent et semblèrent lire au fond de leurs âmes. Alors, troublé lui-même, il se releva avec lenteur et resta près d'elle, sans lui demander davantage à la visiter. Hélène avait appelé M. Rambaud d'un signe. Elle lui dit à l'oreille « Allez chercher le docteur Baudin. Racontez-lui ce qui m'arrive. » 10 minutes plus tard, quand le docteur Baudin arriva, elle se mit debout avec un courage surhumain, et s'appuyant sur lui et sur M. Rambaud, elle remonta chez elle. Jeanne la suivait, toute secouée de larmes. « Je vous attends, » avait dit le docteur de Berle à son confrère. « Venez nous rassurer. » Dans le jardin, on causa vivement. Malignon s'écriait que les femmes avaient de drôles de têtes. Pourquoi diable cette dame s'était-elle amusée à sauter ? Pauline, très contrariée de l'aventure qui la privait d'un plaisir, trouvait imprudent de se faire balancer si fort. Le médecin ne parlait pas, semblait soucieux. « Rien de grave, » dit le docteur Baudin en redescendant.
une simple foulure. Seulement, elle restera sur sa chaise longue au moins pendant 15 jours. M. de Berle tapa alors amicalement sur l'épaule de Malignon. Il voulut que sa femme rentrât, parce que, décidément, il faisait trop frais. Et, prenant Lucien, il l'emporta lui-même, en le couvrant de baisers. Chapitre 5. Les 2 fenêtres de la chambre étaient grandes ouvertes, et Paris, dans l'abîme qui se creusait au pied de la maison, bâtie à pic sur la hauteur, déroulait sa plaine immense. 10 heures sonnaient. La belle matinée de février avait une douceur et une odeur de printemps. Hélène, allongée sur sa chaise longue, le genou encore emmailloté de bandes, lisait devant une des fenêtres. Elle ne souffrait plus, mais depuis 8 jours elle était clouée là, ne pouvant même travailler à son ouvrage de couture habituel. Ne sachant que faire, elle avait ouvert un livre traînant sur le guéridon, elle qui ne lisait jamais. C'était le livre dont elle se servait chaque soir pour masquer la veilleuse, le seul qu'elle eût sorti en 18 mois de la petite bibliothèque, garnie par M. Rambaud d'ouvrages honnêtes. D'ordinaire, les romans lui semblaient faux et puérils. Celui-là, l'Ivanhoé de Walter Scott, l'avait d'abord fort ennuyée. Puis une curiosité singulière lui était venue. Elle l'achevait, attendrie parfois, prise d'une lassitude, et elle le laissait tomber de ses mains pendant de longues minutes, les regards fixés sur le vaste horizon. Ce matin-là, Paris mettait une paresse souriante à s'éveiller. Une vapeur, qui suivait la vallée de la Seine, avait noyé les 2 rives. C'était une buée légère, comme laiteuse, que le soleil peu à peu grandit, éclairait. On ne distinguait rien de la ville, sous cette mousseline flottante, couleur du temps. Dans les creux, le nuage épaissi se fonçait d'une teinte bleuâtre, tandis que, sur de larges espaces, des transparences se faisaient, d'une finesse extrême, poussière dorée où l'on devinait l'enfoncement des rues. Et, plus haut, des dômes et des flèches déchiraient le brouillard, dressant leurs silhouettes grises, enveloppées encore des lambeaux de la brume qu'ils trouaient. Par instants, des pans de fumée jaune se détachaient avec le coup d'aile lourd d'un oiseau géant, puis se fondaient dans l'air qui semblait les boire. Et, au-dessus de cette immensité, de cette nuée descendue et endormie sur Paris, un ciel très pur, d'un bleu effacé, presque blanc, déployait sa voûte profonde. Le soleil montait dans un poudroiement adouci de rayons. Une clarté blonde, du blond vague de l'enfance, se brisait en pluie, emplissait l'espace de son frisson tiède. C'était une fête, une paix souveraine et une gaieté tendre de l'infini, pendant que la ville, criblée de flèches d'or, paresseuse et somnolente, ne se décidait point à se montrer sous ses dentelles. Hélène, depuis 8 jours, avait cette distraction du grand Paris élargi devant elle. Jamais elle ne s'en lassait. Il était insondable et changeant comme un océan candide le matin et incendié le soir, prenant les joies et les tristesses des cieux qu'il reflétait. Un coup de soleil lui faisait rouler des flots d'or, un nuage l'assombrissait et soulevait en lui des tempêtes. Toujours il se renouvelait. C'étaient des calmes plats, couleur orange, des coups de vent qui, d'une heure à l'autre, plombaient l'étendue, des temps vifs et clairs allumant une lueur à la crête de chaque toiture, des averses noyant le ciel et la terre, effaçant l'horizon dans la débâcle d'un chaos. Hélène goûtait là toutes les mélancolies et tous les espoirs du large. Elle croyait même en recevoir au visage le souffle fort, la senteur amère. Et il n'était pas jusqu'au grondement continu de la ville qui ne lui apportât l'illusion de la marée montante, battant contre les rochers d'une falaise. Le livre glissa de ses mains. Elle rêvait, les yeux perdus. Quand elle le lâchait ainsi, c'était par un besoin de ne pas continuer, de comprendre et d'attendre. Elle prenait une jouissance à ne point satisfaire tout de suite sa curiosité. Le récit la gonflait d'une émotion qui l'étouffait. Paris, justement ce matin-là,
avait la joie et le trouble vague de son cœur. Il y avait là un grand charme. Ignorer, deviner à demi, s'abandonner à une lente initiation, avec le sentiment obscur qu'elle recommençait sa jeunesse. Comme ces romans mentaient. Elle avait bien raison de ne jamais en lire. C'étaient des fables bonnes pour les têtes vides qui n'ont point le sentiment exact de la vie. Et elle restait séduite pourtant. Elle songeait invinciblement au chevalier Ivanhoé, si passionnément aimé de deux femmes, Rebecca, la belle juive, et la noble lady Rowena. Il lui semblait qu'elle aurait aimé avec la fierté et la sérénité patiente de cette dernière. Aimer, aimer. Et ce mot qu'elle ne prononçait pas, qui de lui-même vibrait en elle, l'étonnait et la faisait sourire. Au loin, des flocons pâles nageaient sur Paris, emportés par une brise, pareille à une bande de cygnes. De grandes nappes de brouillard se déplaçaient. Un instant, la rive gauche apparut, tremblante et voilée, comme une ville féerique aperçue en songe. Mais une masse de vapeur s'écroula, et cette ville fut engloutie sous le débordement d'une inondation. Maintenant, les vapeurs, également épandues sur tous les quartiers, arrondissaient un beau lac, aux eaux blanches et unies. Seul, un courant plus épais marquait d'une courbe grise le cours de la Seine. Lentement, sur ces eaux blanches si calmes, des ombres semblaient faire voyager des vaisseaux aux voiles roses que la jeune femme suivait d'un regard songeur. Aimer, aimer. Et elle souriait à son rêve qui flottait. Cependant, Hélène reprit son livre. Elle en était à cet épisode de l'attaque du château, lorsque Rebecca soigne Ivanhoé blessé et le renseigne sur la bataille, qu'elle suit par une fenêtre. Elle se sentait dans un beau mensonge. Elle s'y promenait comme dans un jardin idéal, aux fruits d'or, où elle buvait toutes les illusions. Puis, à la fin de la scène, quand Rebecca, enveloppée de son voile, exhale sa tendresse auprès du chevalier endormi, Hélène de nouveau laissa tomber le volume, le cœur si gonflé d'émotion qu'elle ne pouvait continuer. Mon Dieu, était-ce vrai, toutes ces choses? Et, renversée dans sa chaise longue, engourdie par l'immobilité qu'il lui fallait garder, elle contemplait Paris noyé et mystérieux, sous le soleil blond. Alors, évoquée par les pages du roman, sa propre existence se dressa. Elle se vit jeune fille, à Marseille, chez son père. Le chapelier mourait. La rue des Petites Maries était noire, et la maison, avec sa cuve d'eau bouillante pour la fabrication des chapeaux, exhalait, même par les beaux temps, une odeur fade d'humidité. Elle vit aussi sa mère, toujours malade, qui la baisait de ses lèvres pâles, sans parler. Jamais elle n'avait aperçu un rayon de soleil dans sa chambre d'enfant. On travaillait beaucoup autour d'elle, on gagnait rudement une aisance ouvrière. Puis, c'était tout. Jusqu'à son mariage, rien ne tranchait dans cette succession de jours semblables. Un matin, comme elle revenait du marché avec sa mère, elle avait heurté le fils Grandjean de son panier plein de légumes. Charles s'était retourné et les avait suivis. Tout le roman de ses amours tenait là. Pendant 3 mois, elle le rencontra sans cesse, humble et gauche, n'osant l'aborder. Elle avait 16 ans. Elle était un peu fière de cet amoureux qu'elle savait d'une famille riche. Mais elle le trouvait laid. Elle riait de lui souvent et dormait des nuits paisibles dans l'ombre de la grande maison humide. Puis, on les avait mariés. Ce mariage l'étonnait encore. Charles l'adorait, se mettait par terre le soir, quand elle se couchait, pour baiser ses pieds nus. Elle souriait, pleine d'amitié, en lui reprochant d'être bien enfant. Alors, une vie grise avait recommencé. Pendant 12 ans, elle ne se souvenait pas d'une secousse.
Elle était très calme et très heureuse, sans une fièvre de la chair ni du cœur, enfoncée dans les soucis quotidiens d'un ménage pauvre. Charles baisait toujours ses pieds de marbre, tandis qu'elle se montrait indulgente et maternelle pour lui. Rien de plus. Et elle vit brusquement la chambre de l'hôtel du Var, son mari mort, sa robe de veuve étalée sur une chaise. Elle avait pleuré comme le soir d'hiver où sa mère était morte. Ensuite, les jours avaient coulé encore. Depuis 2 mois, avec sa fille, elle se sentait de nouveau très heureuse et très calme. Mon Dieu, était-ce tout? Et que disait donc ce livre lorsqu'il parlait de ces grandes amours qui éclairent toute une existence? À l'horizon, sur le lac dormant, de longs frissons couraient. Puis, le lac, tout d'un coup, parut crevé. Des fentes se faisaient, et il y avait, d'un bout à l'autre, un craquement qui annonçait la débâcle. Le soleil, plus haut, dans la gloire triomphante de ses rayons, attaquait victorieusement le brouillard. Peu à peu, le grand lac semblait se tarir, comme si quelque déversoir invisible eût vidé la plaine. Les vapeurs, tout à l'heure si profondes, s'amincissaient, devenaient transparentes en prenant les colorations vives de l'arc-en-ciel. Toute la rive gauche était d'un bleu tendre, lentement foncé, violâtre au fond, du côté du jardin des plantes. Sur la rive droite, le quartier des Tuileries avait le rose pâli d'une étoffe couleur chair, tandis que, vers Montmartre, c'était comme une lueur de braise, du carmin flambant dans de l'or. Puis, très loin, les faubourgs ouvriers s'assombrissaient d'un ton brique, de plus en plus éteint et passant au gris bleuâtre de l'ardoise. On ne distinguait point encore la ville tremblante et fuyante, comme un de ces fonds sous-marins que l'œil devine par les eaux claires, avec leurs forêts terrifiantes de grandes herbes, leurs grouillements pleins d'horreur, leurs monstres entrevus. Cependant, les eaux baissaient toujours. Elles n'étaient plus que de fines mousselines étalées, et, une à une, les mousselines s'en allaient. L'image de Paris s'accentuait et sortait du rêve. Aimer, aimer. Pourquoi ce mot revenait-il en elle avec cette douceur pendant qu'elle suivait la fonte du brouillard? N'avait-elle pas aimé son mari, qu'elle soignait comme un enfant? Mais un souvenir poignant s'éveilla, celui de son père, que l'on avait trouvé pendu 3 semaines après la mort de sa femme, au fond d'un cabinet où les robes de celle-ci étaient encore accrochées. Il agonisait, là, raidi, la figure enfoncée dans une jupe, enveloppée de ses vêtements qui exhalaient un peu de celle qu'il adorait toujours. Puis, dans sa rêverie, il y eut un brusque saut. Elle songeait à des détails d'intérieur, au compte du mois qu'elle avait arrêté le matin même avec Rosalie, et elle se sentait très fière de son bon ordre. Elle avait vécu plus de 30 années dans une dignité et dans une fermeté absolue. La justice seule la passionnait. Quand elle interrogeait son passé, elle ne trouvait pas une faiblesse d'une heure. Elle se voyait d'un pas égal suivre une route unie et toute droite. Certes, les jours pouvaient couler, elle continuerait sa marche tranquille, sans que son pied heurtât un obstacle. Et cela la rendait sévère, avec de la colère et du mépris contre ces menteuses existences dont l'héroïsme trouble les cœurs. La seule existence vraie était la sienne, qui se déroulait au milieu d'une paix si large. Mais, sur Paris, il n'y avait plus qu'une mince fumée, une simple gaze frémissante et près de s'envoler. Et un attendrissement subit s'empara d'elle. Aimer, aimer. Tout la ramenait à la caresse de ce mot, même l'orgueil de son honnêteté. Sa rêverie devenait si légère qu'elle ne pensait plus, baignée de printemps, les yeux humides. Cependant, Hélène allait reprendre son livre lorsque Paris, lentement, apparut. Pas un souffle de vent n'avait passé, ce fut comme une évocation.
La dernière gaze se détacha, monta, s'évanouit dans l'air. Et la ville s'étendit sans une ombre, sous le soleil vainqueur. Hélène resta le menton appuyé sur la main, regardant cet éveil colossal. Toute une vallée sans fin de constructions entassées. Sur la ligne perdue des coteaux, des amas de toitures se détachaient, tandis que l'on sentait le flot des maisons rouler au loin, derrière les plis de terrain, dans des campagnes qu'on ne voyait plus. C'était la pleine mer, avec l'infini et l'inconnu de ses vagues. Paris se déployait, aussi grand que le ciel. Sous cette radieuse matinée, la ville, jaune de soleil, semblait un champ d'épis mûrs. Et l'immense tableau avait une simplicité, 2 tons seulement, le bleu pâle de l'air et le reflet doré des toits. L'ondée de ces rayons printaniers donnait aux choses une grâce d'enfance. On distinguait nettement les plus petits détails, tant la lumière était pure. Paris, avec le chaos inextricable de ses pierres, luisait comme sous un cristal. De temps à autre, pourtant, dans cette sérénité éclatante et immobile, un souffle passait. Et alors, on voyait des quartiers dont les lignes mollissaient et tremblaient, comme si on les eût regardés à travers quelques flammes invisibles. Hélène, d'abord, s'intéressa aux larges étendues déroulées sous ses fenêtres, à la pente du Trocadéro et au développement des quais. Il fallait qu'elle se penchât pour apercevoir le carré nu du Champ de Mars, fermé au fond par la barre sombre de l'école militaire. En bas, sur la vaste place et sur les trottoirs, aux 2 côtés de la Seine, elle distinguait les passants, une foule active de points noirs emportés dans un mouvement de fourmilière. La caisse jaune d'un omnibus jetait une étincelle. Des camions et des fiacres traversaient le pont, gros comme des jouets d'enfants, avec des chevaux délicats qui ressemblaient à des pièces mécaniques. Et, le long des talus gazonnés, parmi d'autres promeneurs, une bonne en tablier blanc tachait l'herbe d'une clarté. Puis, Hélène leva les yeux. Mais la foule s'émiettait et se perdait. Les voitures elles-mêmes devenaient des grains de sable. Il n'y avait plus que la carcasse gigantesque de la ville, comme vide et déserte, vivant seulement par la sourde trépidation qui l'agitait. Là, au premier plan, à gauche, des toits rouges luisaient, les hautes cheminées de la manutention fumaient avec lenteur, tandis que, de l'autre côté du fleuve, entre l'esplanade et le Champ de Mars, un bouquet de grands ormes faisait un coin de parc, dont on voyait nettement les branches nues, les cimes arrondies, teintées déjà de pointes vertes. Au milieu, la Seine s'élargissait et régnait, encaissée dans ses berges grises, où des tonneaux déchargés, des profils de grues à vapeur, des tombereaux alignés, mettaient le décor d'un port de mer. Hélène revenait toujours à cette nappe resplendissante sur laquelle des barques passaient, pareilles à des oiseaux couleur d'encre. Invinciblement, d'un long regard, elle en remontait la coulée superbe. C'était comme un galon d'argent qui coupait Paris en 2. Ce matin-là, l'eau roulait du soleil, l'horizon n'avait pas de lumière plus éclatante. Et le regard de la jeune femme rencontrait d'abord le pont des Invalides, puis le pont de la Concorde, puis le pont Royal. Les ponts continuaient, semblaient se rapprocher, se superposaient, bâtissant d'étranges viaducs à plusieurs étages, troués d'arches de toutes formes, pendant que le fleuve, entre ses constructions légères, montrait des bouts de sa robe bleue, de plus en plus perdus et étroits. Elle levait encore les yeux. Là-bas, la coulée se séparait dans la débandade confuse des maisons. Les ponts des 2 côtés de la cité devenaient des fils tendus d'une rive à l'autre, et les tours de Notre-Dame, toutes dorées, se dressaient comme les bornes de l'horizon,
au-delà desquels la rivière, les constructions, les massifs d'arbres n'étaient plus que de la poussière de soleil. Alors, éblouie, elle quitta ce cœur triomphal de Paris, où toute la gloire de la ville paraissait flamber. Sur la rive droite, au milieu des futaies des Champs-Élysées, les grandes verrières du palais de l'Industrie étalaient des blancheurs de neige. Plus loin, derrière la toiture écrasée de la Madeleine, semblable à une pierre tombale, se dressait la masse énorme de l'Opéra. Et c'étaient d'autres édifices, des coupoles et des tours, la colonne Vendôme, Saint-Vincent-de-Paul, la tour Saint-Jacques, plus près les cubes lourds des pavillons du Nouveau Louvre et des Tuileries, à demi enfouis dans un bois de marronnier. Sur la rive gauche, le dôme des Invalides ruisselait de dorures. Au-delà, les deux tours inégales de Saint-Sulpice pâlissaient dans la lumière. Et, en arrière encore, à droite des aiguilles neuves de Sainte-Clotilde, le Panthéon bleuâtre, assis carrément sur une hauteur, dominait la ville, développait en plein ciel sa fine colonnade, immobile dans l'air, avec le ton de soie d'un ballon captif. Maintenant, Hélène, d'un coup d'œil, paresseusement promenée, embrassait Paris entier. Des vallées s'y creusaient que l'on devinait au mouvement des toitures. La butte des moulins montait avec un flot bouillonnant de vieilles ardoises, tandis que la ligne des grands boulevards dévalait comme un ruisseau, où s'engloutissait une bousculade de maisons dont on ne voyait même plus les tuiles. À cette heure matinale, le soleil oblique n'éclairait point les façades tournées vers le Trocadéro. Aucune fenêtre ne s'allumait. Seuls des vitrages, sur les toits, jetaient des lueurs de vives étincelles de mica dans le rouge cuit des poteries environnantes. Les maisons restaient grises, d'un gris chauffé de reflets, mais des coups de lumière trouaient les quartiers, de longues rues qui s'enfonçaient, droites devant Hélène, coupaient l'ombre de leur raie de soleil. À gauche seulement, les buttes Montmartre et les hauteurs du Père-Lachaise bossuaient l'immense horizon plat, arrondi sans une cassure. Les détails si nets au premier plan, les dentelures innombrables des cheminées, les petites hachures noires des milliers de fenêtres, s'effaçaient, se chinaient de jaune et de bleu, se confondaient dans un pêle-mêle de villes sans fin, dont les faubourgs, hors de la vue, semblaient allonger des plages de galets, noyées d'une brume violâtre, sous la grande clarté épandue et vibrante du ciel. Hélène, toute grave, regardait, lorsque Jeanne entra joyeusement. « Maman, maman, vois donc !» L'enfant tenait un gros paquet de giroflées jaunes, et elle raconta, avec des rires, qu'elle avait guetté Rosalie rentrer des provisions, pour voir dans son panier. C'était sa joie de fouiller dans ce panier. « Vois donc, maman, il y avait ça, au fond. Sens un peu la bonne odeur. » Les fleurs fauves, tigrées de pourpre, exhalaient une senteur pénétrante qui embaumait toute la chambre. Alors, Hélène, d'un mouvement passionné, attira Jeanne contre sa poitrine, pendant que le paquet de giroflées tombait sur ses genoux. Aimer, aimer. Certes, elle aimait son enfant. N'était-ce point assez, ce grand amour qui avait empli sa vie jusque-là? Cet amour devait lui suffire, avec sa douceur et son calme, son éternité qu'aucune lassitude ne pouvait rompre. Et elle serrait davantage sa fille, comme pour écarter des pensées qui menaçaient de la séparer d'elle. Cependant, Jeanne s'abandonnait à cette aubaine de baisers. Les yeux humides, elle se caressait elle-même contre l'épaule de sa mère, avec un mouvement câlin de son cou délicat. Puis elle lui passa un bras à la taille. Elle resta là, bien sage, la joue appuyée sur son sein. Entre elles, les giroflées mettaient leur parfum. Longtemps, elles ne parlèrent pas. Jeanne, sans bouger, demanda enfin à voix basse. « Maman, tu vois, là-bas, près de la rivière,
ce dôme qui est tout rose. Qu'est-ce donc ? C'était le dôme de l'Institut. Hélène, un instant, regarda, parut se consulter, et doucement, « Je ne sais pas, mon enfant. » La petite se contenta de cette réponse. Le silence recommença, mais elle posa bientôt une autre question. « Et là, tout près, ces beaux arbres, reprit-elle en montrant du doigt une échappée du jardin des Tuileries. « Ces beaux arbres, murmura la mère. À gauche, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, mon enfant. Ah, dit Jeanne. Puis, après une courte rêverie, elle ajouta, avec une moue grave. Nous ne savons rien. Elle ne savait rien de Paris, en effet. Depuis 18 mois qu'elle l'avait sous les yeux à toute heure, elle n'en connaissait pas une pierre. 3 fois seulement, elles étaient descendues dans la ville. Mais, remontée chez elle, la tête malade d'une telle agitation, elle n'avait rien retrouvé au milieu du pêle-mêle énorme des quartiers. Jeanne, pourtant, s'entêtait parfois. « Ah, tu vas me dire, demanda-t-elle, ces vitres toutes blanches, c'est trop gros, tu dois savoir. » Elle désignait le palais de l'Industrie. Hélène hésitait. « C'est une gare. Non, je crois que c'est un théâtre. » Elle eut un sourire. Elle baisa les cheveux de Jeanne en répétant sa réponse habituelle. « Je ne sais pas, mon enfant. » Alors, elles continuèrent à regarder Paris sans chercher davantage à le connaître. Cela était très doux, de la voir là et de l'ignorer. Il restait l'infini et l'inconnu. C'était comme si elles se fussent arrêtées au seuil d'un monde dont elles avaient l'éternel spectacle en refusant d'y descendre. Souvent, Paris les inquiétait, lorsqu'il leur envoyait des haleines chaudes et troublantes. Mais, ce matin-là, il avait une gaieté et une innocence d'enfant, son mystère ne leur soufflait que de la tendresse à la face. Hélène reprit son livre, tandis que Jeanne, serrée contre elle, regardait toujours. Dans le ciel éclatant et immobile, aucune brise ne s'élevait. Les fumées de la manutention montaient toutes droites, en flocons légers qui se perdaient très haut. Et, au ras des maisons, des ondes passaient sur la ville, une vibration de vie, faite de toute la vie enfermée là. La voix haute des rues prenait dans le soleil une mollesse heureuse. Mais un bruit attira l'attention de Jeanne. C'était un vol de pigeons blancs parti de quelques pigeonniers voisins et qui traversait l'air en face de la fenêtre. Ils emplissaient l'horizon. La neige volante de leurs ailes cachait l'immensité de Paris. Les yeux de nouveau levés et perdus, Hélène rêvait profondément. Elle était Lady Rowena. Elle aimait avec la paix et la profondeur d'une âme noble. Cette matinée de printemps, cette grande ville si douce, ces premières giroflées qui lui parfumaient les genoux, avaient peu à peu fondu son cœur. Deuxième partie. Chapitre 1. Un matin, Hélène s'occupait à ranger sa petite bibliothèque, dont elle bouleversait les livres depuis quelques jours, lorsque Jeanne entra en sautant, en tapant des mains. « Maman !» cria-t-elle. « Un soldat ! Un soldat !»« Quoi, un soldat ?» dit la jeune femme. « Qu'est-ce que tu me veux avec ton soldat ?» Mais l'enfant était dans un de ces accès de folie joyeuse. Elle sautait plus fort, elle répétait « Un soldat ! Un soldat !» sans s'expliquer davantage. Alors, comme elle avait laissé la porte de la chambre ouverte, Hélène se leva, et elle fut toute surprise d'apercevoir un petit soldat, dans l'antichambre. Rosalie était sortie. Jeanne devait avoir joué sur le palier malgré la défense formelle de sa mère.
Qu'est-ce que vous désirez, mon ami? Demanda Hélène. Le petit soldat, très troublé par l'apparition de cette dame, si belle et si blanche dans son peignoir garni de dentelles, frottait un pied sur le parquet, saluait, balbutiait précipitamment. Pardon, excuse, et il ne trouvait rien autre chose. Il reculait jusqu'au mur, entraînant toujours les pieds. Ne pouvant aller plus loin, voyant que la dame attendait avec un sourire involontaire, il fouilla vivement dans sa poche droite, dont il tira un mouchoir bleu, un couteau et un morceau de pain. Il regardait chaque objet, l'engouffrait de nouveau. Puis il passa à la poche gauche. Il y avait là un bout de corde, 2 clous rouillés, des images enveloppées dans la moitié d'un journal. Il renfonça le tout, il tapa sur ses cuisses d'un air anxieux, et il bégayait, ahuri. Pardon, excuse. Mais, brusquement, il posa un doigt contre son nez, en éclatant d'un bon rire. L'imbécile, il se souvenait. Il ôta 2 boutons de sa capote, fouilla dans sa poitrine, où il enfonça le bras jusqu'au coude. Enfin, il sortit une lettre, qu'il secoua violemment, comme pour en enlever la poussière, avant de la remettre à Hélène. « Une lettre pour moi? Vous êtes sûr ?» dit celle-ci. L'enveloppe portait bien son nom et son adresse, d'une grosse écriture paysanne avec des jambages qui se culbutaient comme des capucins de cartes. Et dès qu'elle fut parvenue à comprendre, arrêtée à chaque ligne par des tournures et une orthographe extraordinaire, elle eut un nouveau sourire. C'était une lettre de la tante de Rosalie, qui lui envoyait Zéphirin Lacour, tombé au sort malgré 2 messes dites par monsieur le curé. Alors, attendu que Zéphirin était l'amoureux de Rosalie, elle priait madame de permettre aux enfants de se voir le dimanche. Il y avait 3 pages où cette demande revenait dans les mêmes termes, de plus en plus embrouillés, avec un effort constant de dire quelque chose qui n'était pas dit. Puis, avant de signer, la tante semblait avoir trouvé tout d'un coup, et elle avait écrit « Monsieur le curé le permet », en écrasant sa plume au milieu d'un éclaboussement de pâté. Hélène plia lentement la lettre. Tout en la déchiffrant, elle avait levé 2 ou 3 fois la tête pour jeter un coup d'œil sur le soldat. Il était toujours collé contre le mur et ses lèvres remuaient. Il paraissait appuyer chaque phrase d'un léger mouvement du menton. Sans doute, il savait la lettre par cœur. « Alors, c'est vous qui êtes Zéphirin Lacour ?» dit-elle. Il se mit à rire. Il branla le cou. « Entrez, mon ami. Ne restez pas là. » Il se décida à la suivre, mais il se tint debout près de la porte pendant qu'Hélène s'asseyait. Elle l'avait mal vu, dans l'ombre de l'antichambre. Il devait avoir juste la taille de Rosalie, 1 centimètre de moins, et il était réformé. Les cheveux roux, tondus très ras, sans un poil de barbe, il avait une face toute ronde, couverte de son, percée de 2 yeux minces comme des trous de vrille. Sa capote neuve, trop grande pour lui, l'arrondissait encore, et les jambes écartées dans son pantalon rouge, pendant qu'il balançait devant lui son képi à large visière, il était drôle et attendrissant avec sa rondeur de petit bonhomme bêta, sentant le labour sous l'uniforme. Hélène voulut l'interroger, obtenir quelques renseignements. « Vous avez quitté la Beauce il y a 8 jours ?»« Oui, madame. »« Et vous voilà à Paris ? Vous n'en êtes pas fâché ?»« Non, madame. » Il s'enhardissait. Il regardait dans la chambre, très impressionné par les tentures de velours bleu. « Rosalie n'est pas là, » reprit Hélène. « Mais elle va rentrer. Sa tante m'apprend que vous êtes son bon ami. » Le petit soldat ne répondit pas. Il baissa la tête, en riant d'un air gauche, et se remit à gratter le tapis du bout de son pied. « Alors, vous devez l'épouser quand vous sortirez du service ?» continua la jeune femme. « Bien sûr, dit-il en devenant très rouge. Bien sûr, c'est juré.
et, gagné par l'air bienveillant de la dame, tournant son képi entre ses doigts, il se décida à parler. « Oh, il y a beau temps. Quand nous étions tout petits, nous allions à la maraude ensemble. Nous avons joliment reçu des coups de gaule. Pour ça, c'est bien vrai. Il faut dire que les Lacour et les Pichon demeuraient dans la même traverse, côte à côte. Alors, n'est-ce pas, la Rosalie et moi, nous avons été élevés quasiment à la même écuelle. Puis, tout son monde est mort. Sa tante Marguerite lui a donné la soupe. Mais elle, la Matine, elle avait déjà des bras du tonnerre. » Il s'arrêta, sentant qu'il s'enflammait, et il demanda d'une voix hésitante. « Peut-être bien qu'elle vous a conté tout ça. »« Oui, mais dites toujours, » répondit Hélène, qui l'amusait. « Enfin, reprit-il, elle était joliment forte, quoique pas plus grosse qu'une mauviette. Elle vous troussait la besogne, fallait voir. Tenez, un jour, elle a allongé une tape à quelqu'un de ma connaissance. Oh, une tape! J'en ai gardé le bras noir pendant 8 jours. Oui, c'est venu comme ça. Dans le pays, tout le monde nous mariait ensemble. Alors, nous n'avions pas 10 ans que nous nous sommes topés dans la main. Et ça tient, madame, ça tient. » Il posait une main sur son cœur, en écartant les doigts. Hélène, pourtant, était redevenue grave. Cette idée d'introduire un soldat dans sa cuisine l'inquiétait. Monsieur le curé avait beau le permettre, elle trouvait cela un peu risqué. Dans les campagnes, on est fort libre, les amoureux vont bon train. Elle laissa voir ses craintes. Quand Zéphirin eut compris, il pensa crever de rire, mais il se retenait, par respect. « Oh, madame, on voit bien que vous ne la connaissez point. J'en ai reçu, des calottes. Mon Dieu, les garçons, ça aime à rire, n'est-ce pas? Je la pinçais, des fois. Alors, elle se retournait, et vlan! En plein museau, c'est sa tante qui lui répétait. Vois-tu, ma fille, ne te laisse pas chatouiller. Ça ne porte pas chance. Le curé aussi s'en mêlait. Et c'est peut-être bien pour ça que notre amitié tient toujours. On devait nous marier après le tirage au sort. Puis, va te faire fiche, les choses ont mal tourné. La Rosalie a dit qu'elle servirait à Paris pour s'amasser une dot en m'attendant. Et voilà, et voilà. » Il se dandinait, passait son képi d'une main dans l'autre. Mais, comme Hélène gardait le silence, il crut comprendre qu'elle doutait de sa fidélité. Cela le blessa beaucoup. Il s'écria avec feu. « Vous pensez peut-être que je la tromperai, puisque je vous dis que c'est juré. Je l'épouserai, voyez-vous, aussi vrai que le jour nous éclaire. Et je suis tout prêt à vous signer ça. Oui, si vous voulez, je vais vous signer un papier. » Une grosse émotion le soulevait. Il marchait dans la chambre, cherchant des yeux s'il n'apercevait pas une plume et de l'encre. Hélène tenta vivement de le calmer. Il répétait. « J'aimerais mieux vous signer un papier. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous seriez bien tranquille ensuite. » Mais, juste à ce moment, Jeanne, qui avait disparu de nouveau, rentra en dansant et en tapant des mains. « Rosalie! Rosalie! Rosalie !» chantait-elle sur un air sautillant qu'elle composait. Par les portes ouvertes, on entendit en effet l'essoufflement de la bonne qui montait, chargée de son panier. Zéphirin recula dans un coin de la pièce. Un rire silencieux fendait sa bouche d'une oreille à l'autre, et ses yeux en trous de vrille luisaient d'une malice campagnarde. Rosalie entra droit dans la chambre, comme elle en avait l'habitude familière, pour monter les provisions du matin à sa maîtresse. « Madame, dit-elle, j'ai acheté des choux-fleurs. Voyez donc, 2 pour 18 sous. Ce n'est pas cher. » Elle tendait son panier, entr'ouvert. Lorsqu'en levant la tête, elle aperçut Zéphirin qui ricanait. Une stupeur la cloua sur le tapis. Il s'écoula 2 ou 3 secondes. Elle ne l'avait sans doute pas reconnu tout de suite sous l'uniforme. Ses yeux ronds s'agrandirent, sa petite face grasse devint pâle, tandis que ses durs cheveux noirs remuaient. « Oh !» dit-elle simplement. Et, de surprise, elle lâcha son panier. Les provisions roulèrent sur le tapis, les choux-fleurs,
des oignons, des pommes. Jeanne, enchantée, poussa un cri et se jeta par terre au milieu de la chambre, courant après les pommes jusque sous les fauteuils et l'armoire à glace. Cependant, Rosalie, toujours paralysée, ne bougeait pas, répétait « Comment ? C'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Dis, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se tourna vers Hélène et demanda « C'est donc vous qui l'avez laissé entrer ?» Zéphirin ne parlait pas, se contentait de cligner les paupières d'un air malin. Alors, des larmes d'attendrissement montèrent aux yeux de Rosalie, et pour témoigner sa joie de le revoir, elle ne trouva rien de mieux que de se moquer de lui. « Ah, va, reprit-elle, en s'approchant. T'es jolie, t'es propre, avec cet habit-là. J'aurais pu passer à côté de toi, je n'aurais pas seulement dit « Dieu te bénisse ». Comme te voilà fait, t'as l'air d'avoir ta guérite sur ton dos. Et ils t'ont joliment rasé la tête. Tu ressembles au caniche du sacristain. Bon Dieu, que t'es laid, que t'es laid. Zéphirin, vexé, se décida à ouvrir la bouche. Ce n'est pas ma faute, bien sûr. Si on t'envoyait au régiment, nous verrions un peu. Ils avaient complètement oublié où ils se trouvaient, et la chambre, et Hélène, et Jeanne, qui continuaient à ramasser les pommes. La bonne s'était plantée debout devant le petit soldat, les mains nouées sur son tablier. « Alors, tout va bien là-bas » demanda-t-elle. « Mais oui, sauf que la vache des Guignards est malade. L'artiste est venu, et il leur a dit comme ça qu'elle était pleine d'eau. »« Si elle est pleine d'eau, c'est fini. À part ça, tout va bien ?»« Oui, oui. Il y a le garde champêtre qui s'est cassé le bras. Le père Canivet est mort. Monsieur le curé a perdu sa bourse, où il y avait 30 sous, en revenant de Grandval. Autrement, tout va bien. » Et ils se turent. Ils se regardaient avec des yeux luisants, les lèvres pincées et lentement remuées dans une grimace tendre. Ce devait être leur façon de s'embrasser, car ils ne s'étaient pas même tendu la main. Mais Rosalie sortit tout à coup de sa contemplation, et elle se désola en voyant ses légumes par terre. Un beau gâchis. Il lui faisait faire de propres choses. Madame aurait dû le laisser attendre dans l'escalier. Tout en grondant, elle se baissait, remettait au fond du panier les pommes, les oignons, les choux-fleurs, à la grande contrariété de Jeanne qui ne voulait pas qu'on l'aidât. Et comme elle s'en allait dans sa cuisine, sans regarder davantage Zéphirin, Hélène, gagnée par la tranquille santé des deux amoureux, la retint pour lui dire « Écoutez, ma fille, votre tante m'a demandé d'autoriser ce garçon à venir vous voir le dimanche. Il viendra l'après-midi, et vous tâcherez que votre service n'en souffre pas trop. » Rosalie s'arrêta, tourna simplement la tête. Elle était bien contente, mais elle gardait son air grognon. « Oh, madame, il va joliment me déranger !» cria-t-elle. Et, par-dessus son épaule, elle jeta un regard sur Zéphirin et lui fit de nouveau sa grimace tendre. Le petit soldat resta un moment immobile, la bouche fendue par son rire muet. Puis il se retira à reculons, en remerciant et en posant son képi contre son cœur. La porte était fermée, qu'il saluait encore sur le palier. « Maman, c'est le frère de Rosalie ?» demanda Jeanne. Hélène demeura tout embarrassée devant cette question. Elle regrettait l'autorisation qu'elle venait d'accorder, dans un mouvement de bonté subite, dont elle s'étonnait. Elle chercha quelques secondes, elle répondit « Non, c'est son cousin. »« Ah !» dit l'enfant gravement. La cuisine de Rosalie donnait sur le jardin du docteur Deberle, en plein soleil. Elle était, par la fenêtre très large, les branches des ormes entraient. C'était la pièce la plus gaie de l'appartement, toute blanche de lumière, si éclairée même que Rosalie avait dû poser un rideau de cotonnade bleue qu'elle tirait l'après-midi. Elle ne se plaignait que de la petitesse de cette cuisine, qui s'allongeait en forme de boyau, le fourneau à droite, une table et un buffet à gauche. Mais elle avait si bien casé les ustensiles et les meubles qu'elle s'était ménagé
près de la fenêtre, un coin libre où elle travaillait le soir. Son orgueil était de tenir les casseroles, les bouilloires, les plats dans une merveilleuse propreté. Aussi, lorsque le soleil arrivait, un resplendissement rayonnait des murs. Les cuivres jetaient des étincelles d'or, les fers battus avaient des rondeurs éclatantes de lune d'argent, tandis que les faïences bleues et blanches du fourneau mettaient leurs notes pâles dans cet incendie. Le samedi suivant, dans la soirée, Hélène entendit un tel remue-ménage qu'elle se décida à aller voir. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-elle. « Vous vous battez avec les meubles ?»« Je lave, madame, » répondit Rosalie, ébouriffée et suante, accroupie par terre, en train de frotter le carreau de toute la force de ses petits bras. C'était fini, elle épongeait. Jamais elle n'avait fait sa cuisine aussi belle. Une mariée aurait pu y coucher. Tout y était blanc comme pour une noce. La table et le buffet semblaient rabotés à neuf, tant elle y avait usé ses doigts. Et il fallait voir le bel ordre, les casseroles et les pots par rang de grandeur, chaque chose à son clou, jusqu'à la poêle et au grill qui reluisaient, sans une tache de fumée. Hélène resta là un instant, silencieuse. Puis elle sourit et se retira. Alors, chaque samedi, ce fut un nettoyage pareil, 4 heures passées dans la poussière et dans l'eau. Rosalie voulait, le dimanche, montrer sa propreté à Zéphirin. Elle recevait ce jour-là. Une toile d'araignée lui aurait fait honte. Lorsque tout resplendissait autour d'elle, cela la rendait aimable et la faisait chanter. À 3 heures, elle se lavait encore les mains, elle mettait un bonnet avec des rubans. Puis, tirant à demi le rideau de cotonnade, ménageant un jour de boudoir, elle attendait Zéphirin au milieu du bel ordre, dans une bonne odeur de thym et de laurier. À 3h30 exactement, Zéphirin arrivait. Il se promenait dans la rue, tant que la demie n'avait pas sonné aux horloges du quartier. Rosalie écoutait ses gros souliers buter contre les marches, et lui ouvrait quand il s'arrêtait sur le palier. Elle lui avait défendu de toucher au cordon de sonnette. Chaque fois, ils échangeaient les mêmes paroles. « C'est toi ? » ?»« Oui, c'est moi. » Et ils restaient nez à nez, avec leurs yeux pétillants et leurs bouches pincées. Puis, Zéphirin suivait Rosalie, mais elle l'empêchait d'entrer avant qu'elle l'eût débarrassé de son shako et de son sabre. Elle ne voulait point de ça dans sa cuisine. Elle cachait le sabre et le shako au fond d'un placard. Alors, elle asseyait son amoureux près de la fenêtre, dans le coin ménagé là, et elle ne lui permettait plus de remuer. « Tiens-toi tranquille. Tu me regarderas faire le dîner de madame, si tu veux. » Mais il ne venait presque jamais les mains vides. Ordinairement, il avait employé sa matinée à courir avec des camarades les bois de Meudon, traînant les pieds dans des flâneries sans fin, oisif et buvant le grand air, avec le regret vague du pays. Pour occuper ses doigts, il coupait des baguettes, les taillait, les enjolivait en marchant de toutes sortes d'arabesques. Et son pas se ralentissait encore. Il s'arrêtait près des fossés, le shako sur la nuque, les yeux ne quittant plus son couteau qui fouillait le bois. Puis, comme il ne pouvait se décider à jeter ses baguettes, il les apportait l'après-midi à Rosalie, qui les lui enlevait des mains en criant un peu, parce que cela salissait la cuisine. La vérité était qu'elle les collectionnait. Elle en avait, sous son lit, un paquet de toutes les longueurs et de tous les dessins. Un jour, il arriva avec un nid plein d'œufs, qu'il avait placé dans le fond de son shako, sous son mouchoir. « C'était très bon, » disait-il, « les omelettes avec les œufs d'oiseaux. » Rosalie jeta cette horreur, mais elle garda le nid, qui alla rejoindre les baguettes. D'ailleurs, il avait toujours ses poches pleines à crever. Il en tirait des curiosités, des cailloux transparents pris au bord de la Seine, d'anciennes ferrures, des baies sauvages qui se séchaient, des débris méconnaissables dont les chiffonniers n'avaient pas voulu.
Sa passion était surtout les images. Le long des routes, il ramassait les papiers qui avaient enveloppé du chocolat ou des savons et sur lesquels on voyait des nègres et des palmiers, des almées et des bouquets de roses. Les dessus des vieilles bottes crevées, avec des dames blondes et rêveuses, les gravures vernies et le papier d'argent des sucres de pommes, jetés dans les foires des environs, étaient ses grandes trouvailles qui lui gonflaient le cœur. Tout ce butin disparaissait dans ses poches. Il enveloppait d'un bout de journal les plus beaux morceaux. Et, le dimanche, quand Rosalie avait un moment à perdre, entre une sauce et un rôti, il lui montrait ses images. C'était pour elle, si elle voulait. Seulement, comme le papier autour n'était pas toujours propre, il découpait les images, ce qui l'amusait beaucoup. Rosalie se fâchait, des brins de papier s'envolaient jusque dans ses plats. Et il fallait voir avec quelle malice de paysan, tiré de loin, il finissait par s'emparer de ses ciseaux. Parfois, pour se débarrasser de lui, elle le lui donnait brusquement. Cependant, un roux chantait dans un poêlon. Rosalie surveillait la sauce, une cuillère de bois à la main, pendant que Zéphirin, la tête penchée, le dos élargi par ses épaulettes rouges, découpait des images. Ses cheveux étaient tellement ras qu'on lui voyait la peau du crâne, et son collet jaune bâillait par derrière, montrant le hâle du cou. Pendant des quarts d'heure entiers, tous deux ne disaient rien. Lorsque Zéphirin levait la tête, il regardait Rosalie prendre de la farine, hacher du persil, salé et poivré, d'un air profondément intéressé. Alors, de loin en loin, une parole lui échappait. « Fichtre, ça sent trop bon !» La cuisinière, en plein coup de feu, ne daignait pas répondre tout de suite. Au bout d'un long silence, elle disait à son tour « Vois-tu, il faut que ça mijote !» Et leur conversation ne sortait guère de là. Ils ne parlaient même plus du pays. Lorsqu'un souvenir leur revenait, ils se comprenaient d'un mot et riaient en dedans tout l'après-midi. Cela leur suffisait. Quand Rosalie mettait Zéphirin à la porte, ils s'étaient joliment amusés tous les deux. « Allons, va-t'en, je vais servir madame. » Elle lui rendait son shako et son sabre, le poussait devant elle, puis servait madame avec de la joie aux joues, tandis que lui, les bras ballants, rentrait à la caserne, chatouillé à l'intérieur par cette bonne odeur de thym et de laurier qui l'emportait. Dans les premiers temps, Hélène crut devoir les surveiller. Elle arrivait parfois à l'improviste pour donner un ordre, et toujours elle trouvait Zéphirin dans son coin, entre la table et la fenêtre, près de la fontaine de grès, qui le forçait à rentrer les jambes. Dès que madame paraissait, il se levait comme au port d'armes, demeurait debout. Si madame lui adressait la parole, il ne répondait guère que par des saluts et des grognements respectueux. Peu à peu, Hélène se rassura, en voyant qu'elle ne les dérangeait jamais et qu'ils gardaient sur le visage leur tranquillité d'amoureux patients. Même Rosalie semblait alors beaucoup plus délurée que Zéphirin. Elle avait déjà quelques mois de Paris, elle s'y déniaisait, bien qu'elle ne connût que 3 rues, la rue de Passy, la rue Franklin et la rue Vineuse. Lui, au régiment, restait godiche. Elle assurait à madame qu'il bêtissait, car au pays, bien sûr, il était plus malin. Ça résultait de l'uniforme, disait-elle. Tous les garçons qui tombaient soldats devenaient bêtes à crever. En effet, Zéphirin, ahuri par son existence nouvelle, avait les yeux ronds et le dandinement du noix. Il gardait sa lourdeur de paysan sous ses épaulettes. La caserne ne lui enseignait point encore le beau langage ni les manières victorieuses du tourlourou parisien. Ah, madame pouvait être tranquille. Ce n'était pas lui qui songeait à batifoler. Aussi, Rosalie se montrait-elle maternelle. Elle sermonnait Zéphirin tout en mettant la broche, lui prodiguait de bons conseils sur les précipices qu'il devait éviter, et il obéissait, en appuyant chaque conseil d'un vigoureux mouvement de tête. Tous les dimanches,
il devait lui jurer qu'il était allé à la messe et qu'il avait dit religieusement ses prières matin et soir. Elle l'exhortait encore à la propreté, lui donnait un coup de brosse quand il partait, consolidait un bouton de sa tunique, le visitait de la tête aux pieds, regardant si rien ne clochait. Elle s'inquiétait aussi de sa santé et lui indiquait des recettes contre toutes sortes de maladies. Zéphirin, pour reconnaître ses complaisances, lui offrait de remplir sa fontaine. Longtemps elle refusa, par crainte qu'il ne renversât de l'eau. Mais un jour, il monta les 2 seaux sans laisser tomber une goutte dans l'escalier. Et, dès lors, ce fut lui qui, le dimanche, remplit la fontaine. Il lui rendait d'autres services, faisait toutes les grosses besognes, allait très bien acheter du beurre chez la fruitière si elle avait oublié d'en prendre. Même il finit par se mettre à la cuisine. D'abord, il éplucha les légumes. Plus tard, elle lui permit de hacher. Au bout de 6 semaines, il ne touchait point aux sauces, mais il les surveillait, la cuillère de bois à la main. Rosalie en avait fait son aide, et elle éclatait de rire parfois quand elle le voyait, avec son pantalon rouge et son collet jaune, actionné devant le fourneau, un torchon sur le bras, comme un marmiton. Un dimanche, Hélène se rendit à la cuisine. Ses pantoufles assourdissaient le bruit de ses pas. Elle resta sur le seuil, sans que la bonne ni le soldat l'eussent entendue. Dans son coin, Zéphirin était attablé devant une tasse de bouillon fumant. Rosalie, qui tournait le dos à la porte, lui coupait de longues mouillettes de pain. « Va, mange, mon petit, » disait-elle. « Tu marches trop, c'est ça qui te creuse. Tiens, en as-tu assez? En veux-tu encore ?» Et elle le couvait d'un regard tendre et inquiet. Lui, tout rond, se carrait au-dessus de la tasse, avalait une mouillette à chaque bouchée. Sa face, jaune de son, rougissait dans la vapeur qui la baignait. Il murmurait: « Sapristi, quel jus! Qu'est-ce que tu mets donc là-dedans ?»« Attends, » reprit-elle, « si tu aimes les poireaux. » Mais, en se tournant, elle aperçut madame. Elle poussa un léger cri. Tous deux restèrent pétrifiés. Puis Rosalie s'excusa avec un flot brusque de paroles. « C'est ma part, madame. Oh, bien vrai. Je n'aurais pas repris du bouillon. Tenez, sur ce que j'ai de plus sacré. Je lui ai dit, si tu veux ma part de bouillon, je vais te la donner. Allons, parle donc, toi. Tu sais bien que ça s'est passé comme ça. » Et, inquiète du silence que gardait sa maîtresse, elle la crut fâchée. Elle continua d'une voix qui se brisait. « Il mourait de faim, madame. Il m'avait volé une carotte crue. On les nourrit si mal. Puis, imaginez-vous qu'il est allé au diable, le long de la rivière, je ne sais où. Vous-même, madame, vous m'auriez dit, Rosalie, donnez-lui donc un bouillon. » Alors, Hélène, devant le petit soldat, qui restait la bouche pleine, sans oser avaler, ne put rester sévère. Elle répondit doucement. « Eh bien, ma fille, quand ce garçon aura faim, il faudra l'inviter à dîner. Voilà tout. Je vous le permets. » Elle venait d'éprouver, en face d'eux, cet attendrissement qui, déjà une fois, leur avait fait oublier son rigorisme. Ils étaient si heureux dans cette cuisine. Le rideau de cotonnade, à demi tiré, laissait entrer le soleil couchant. Les cuivres incendiaient le mur du fond, éclairant d'un reflet rose le demi-jour de la pièce. Et là, dans cette ombre dorée, ils mettaient tous les deux leurs petites faces rondes, tranquilles et claires comme des lunes. Leurs amours avaient une certitude si calme qu'ils ne dérangeaient pas le bel ordre des ustensiles. Ils s'épanouissaient aux bonnes odeurs des fourneaux, l'appétit égayé, le cœur nourri. « Dis, maman, » demanda Jeanne le soir après une longue réflexion, « le cousin de Rosalie ne l'embrasse jamais. Pourquoi donc ?»« Et pourquoi veux-tu qu'ils s'embrassent ?» répondit Hélène. « Ils s'embrasseront le jour de leur fête. »